Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats des sénateurs. Ce matin, je vous propose de suivre le débat autour du Conseil européen qui réunit les chefs d'État de l'Union européenne depuis hier soir. Alors, ce Conseil européen, il doit trouver un accord sur les négociations autour du Brexit, car le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 29 mars 2019 pour éviter une sortie sèche des Britanniques. Le discours de Theresa May, la première ministre britannique, hier à Bruxelles, n'a pas apporté de nouvelles solutions à ces négociations, mais Theresa May s'est déclarée favorable à la prolongation d'un an des discussions. Et c'est toujours la situation de l'Irlande du Nord qui bloque ces discussions, car le Brexit pourrait acter le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne. Le retour de cette frontière, il est impensable, compte tenu de l'histoire des Irlandais, mais les négociateurs pourraient trouver une solution de dernier recours en cas d'absence d'accord, une solution qu'ils appellent filet de sécurité ou backstop. Ce serait le maintien de l'Irlande du Nord dans l'union douanière de l'Union européenne pour permettre la circulation des biens et des personnes dans toute l'Irlande. Tout de suite, le débat sur le Brexit. Notre ordre du jour appelle des auditions qui vont éclairer notre commission spéciale sur les enjeux et le contenu même du projet de loi d'habilitation qu'elle est chargée d'examiner. Je remercie les intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Nos premières auditions porteront sur les conséquences du Brexit en France en matière de transport de biens et de personnes. Le deuxième thème, tout à l'heure, ce sera sur les services financiers. Donc nous aurons l'occasion d'écouter le président directeur général de Getlink Eurotunnel, en personne de M. Jacques Gounon, le directeur général délégué d'Aropa, qui sont les ports de Paris, Seine, Normandie, M. Antoine Berbin, puis M. Olivier Thouard, président de la commission Brexit, et Mme Anne Sandretto, qui est déléguée générale Transport et Logistique de France, au Bercy de l'Union de ces transporteurs et logistique de France. Nous souhaitons recueillir vos analyses sur les conséquences d'une absence d'accord. On aura peut-être quelques, informations supplémentaires dans 48 heures et encore. Qu'en est-il du coût, avec des aménagements nécessaires à la mise en place des contrôles adéquats, des ressources humaines qui devront être mobilisées, des délais inévitables qui semblent difficilement compressibles. Nous sommes évidemment préoccupés par la fluidité des échanges transmanche et donc pour l'attractivité des ports français par rapport à leurs voisins néerlandais et belges. Face à ces enjeux, quelles solutions vont-ils nous proposer? J'avoue que, revenant hier soir de Genève pour réfléchir à l'évolution de l'OMC, la question du Brexit est sur toutes les lèvres parce que ça fragilise, si vous voulez, l'ensemble des 28. Et pour anticiper peut-être des questions que certains pourraient encore avoir, il y a un certain nombre de questions qui ne vont pas être examinées par la commission spéciale, parce que la commission spéciale qui porte habilitation à permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance n'a très précisément qu'aux questions nationales, si vous voulez. Les autres sont des questions, je dirais, communautaires. Voilà, je ne dis plus rien, c'est le rapporteur et les différents intervenants qui vont s'exprimer désormais. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci. Mesdames et Messieurs, merci de bien vouloir nous écouter, ainsi que les collègues portuaires et transports. Juste pour donner quelques chiffres pour visualiser l'impact de la sortie de la Grande-Bretagne en ce qui concerne donc le tunnel sous la Manche qui a été inauguré il y a 24 ans. Le tunnel sous la Manche aujourd'hui par an, c'est 1 600 000 camions qui transitent dans le tunnel. C'est 2 500 000 voitures. Ce sont, avec Eurostar, 21 millions de passagers par an. Moitié Eurostar, moitié les gens qui sont dans les voitures et qui montent sur les navettes Eurotunnel. Ce sont un certain nombre de trains de marchandises, 2500 trains de marchandises. Et en volume de marchandises transportées, c'est de l'ordre de 25 millions de tonnes par an. Mais de façon plus importante, ce qu'il faut avoir en tête, c'est deux chiffres, je crois, essentiels. Premièrement, pour les transports de marchandises, qui sont plutôt des marchandises à haute valeur ajoutée, cela représente en valeur marchande 130 milliards d'euros par an d'échanges avec la Grande-Bretagne, entre le continent et la Grande-Bretagne et réciproquement. 130 milliards d'euros de valeur marchande.
contrairement à ce que l'on croit, à peu près correctement répartis, moitié-moitié, import-export, Grande-Bretagne. On n'est pas dans une logique où la Grande-Bretagne serait vue en ne faisant que des services, et on prend souvent deux exemples. Premièrement, le saumon écossais qui vient être tranché et fumé à Boulogne-sur-Mer de façon très très large, ou les pièces de voitures automobiles allemandes qui vont être montées dans les usines BMW du Kent. Les emplois qui sont derrière, et ça je crois que c'est une dimension qui manque beaucoup dans les conversations que l'on voit ici ou là sur le Brexit, les emplois directs du tunnel sous la Manche, 2500 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 à assurer cette liaison, 2500 emplois induits, et pour les valeurs marchandes que j'évoque qui peuvent être effectivement altérées, les études montrent que c'est, et j'ai donc réparti moitié-moitié Grande-Bretagne, Europe des 27, c'est environ 250 000 emplois qui sont générés ou maintenus par cette activité économique. Qui, et c'est le dernier chiffre que je donne, le but n'est pas de promouvoir le tunnel sous la Manche, c'est de positionner simplement le débat. Le tunnel sous la Manche voit passer aujourd'hui un quart des flux entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Europe des 27. Alors à partir de là, oui, le Brexit a des conséquences. La première des conséquences, de mon point de vue, et d'ailleurs insuffisamment perçue ou insuffisamment répandue dans les médias, c'est que la Grande-Bretagne, quelle que soit la nature du Brexit, hard, soft, tout ce que vous voulez, la Grande-Bretagne deviendra, soit le 30 mars, soit après une période de transition, à déterminer, mais très courte, un pays tiers. Un pays tiers, ça veut dire qu'effectivement, notamment en termes de contrôle de frontières, de police et des contrôles douaniers, ce sont les règles internationales des droits des pays tiers qui s'appliquent. Tout ceci peut être aménagé dans le cadre de négociations sur le Brexit, mais ça reste quand même la donnée de base. C'est-à-dire que dès lors que la Grande-Bretagne est un pays tiers, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de conditions qui s'appliquent, notamment définies par l'Europe dans ses relations vis-à-vis des pays tiers, qui influent sur la nature des contrôles. Alors l'autre point, je crois, important que je voudrais signaler sur cette logique des pays tiers, c'est qu'elle sous-entend, et c'est pareil pour les ports de toute évidence, elle sous-entend effectivement la mise en place par les États qui sont en charge de ces contrôles policiers et douaniers, de moyens adaptés à la situation. Et ma dernière remarque liminaire sera de dire que le tunnel sous la Manche, de façon très précise, qui est une liaison terrestre, sera, depuis 40 ans, la seule liaison terrestre avec un pays tiers entre la France et ce pays tiers, ou entre l'Europe et le pays tiers. La France est donc dans une situation tout à fait particulière. Elle redécouvre ce qu'est une frontière terrestre avec un pays tiers. Et mes contacts me permettent de dire que, nonobstant, j'allais dire, la qualité des services qui travaillent sur le dossier, il n'y a plus aujourd'hui de savoir-faire en France, dans les services, sur ce qu'est la gestion d'une frontière terrestre, de millions de camions, de millions de voitures, avec un pays tiers. Il faut donc tout réinventer, dans un contexte, et on le sait, où on ne connaît pas trop finalement la nature du Brexit ou de sa période de transition. À cet égard, l'ensemble des opérateurs, je pense que mes collègues diront la même chose, considèrent qu'il faut faire preuve de réalisme, compte tenu des très nombreux emplois qui sont en jeu, et du fait qu'il va falloir réapprendre à découvrir comment gérer une frontière terrestre de cette nature. À cet égard, je pense qu'effectivement les points essentiels, c'est les moyens logistiques et les moyens humains. En termes de moyens logistiques, il faut, on le voit dans certains ports, on le voit à Roissy-Charles de Gaulle, il faut des entrepôts frigorifiques, des quais de chargement-déchargement. Ce sont des installations extrêmement importantes qui devront être construites en principe par les États qui ont cette responsabilité. Donc c'est la question sur les coûts sont certainement très significatifs. Et puis une fois que les installations seraient construites, il convient évidemment de les exploiter. Le ministre du Budget et des Comptes publics a annoncé le recrutement de 700 douaniers, ce qui prendra du temps, qui devront, 700 douaniers répartis sur toute la frontière du littoral. Mon sentiment, mais mon propos n'est pas, j'allais dire, de challenger les chiffres du gouvernement, que ça ne sera pas rapide à mettre en œuvre et ça sera certainement insuffisant pour des flux, je le répète, qui fonctionnent 24 heures sur 24.
Pour prendre l'exemple de quelques installations existantes, par exemple celle que je connais le mieux parce qu'elle est à côté du tunnel sous la Manche, le centre de contrôle des matières vivantes de Boulogne-sur-Mer, il est fermé entre minuit et 5 heures du matin. La concession du tunnel sous la Manche oblige à fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. On ne peut pas avoir d'installation pour accueillir les marchandises ou autres qui soient fermées la nuit. Donc c'est pour les services de l'État un challenge tout à fait considérable. Dernier point que je voudrais évoquer, avant de rentrer dans le détail et de répondre à vos questions, les ports, je pense que mon voisin le dira, ont l'habitude de recevoir des containers de Chine ou autres, etc., et ont des systèmes, c'est évoqué dans vos questions, le Cargo Community System, donc des systèmes de prédéclaration qui permettent de savoir que le conteneur chinois a telle et telle marchandise, qui va arriver dans 15 jours et qui pourra être dédouané dans telle et telle condition. Première observation reconnue par les utilisateurs de ce système qui ont fait une séance de travail hier à Dunkerque à laquelle j'étais. Le système est fait pour des conteneurs. Il n'est pas fait pour des camions. Le système est fait pour des conteneurs pour lesquels vous avez un préavis raisonnable. 15 jours pour la Chine, c'est peut-être excessif, mais on peut en trouver certainement d'Afrique du Nord qui arrive en 48 heures. Mais en tout état de cause, ça se compte en jours. Les camions qui se présentent sur le tunnel sous la Manche, et c'est pareil pour mes collègues du port de Calais, se présentent avec un préavis qui est celui du chargement. Ils ont chargé le matin à Gare au Nord et ils arrivent sur le site, au port ou au tunnel, 2h30, 3h après. Et ce sont donc des flux, plusieurs milliers par jour, qui vont avoir des périodes de pré-déclaration extrêmement courtes et pour lesquelles aucun système informatique aujourd'hui n'est adapté et ne fonctionne. Les responsables du système portuaire que j'ai évoqué, le Cargo Community System, disent qu'ils vont enclencher des processus de transformation de leur logiciel, mais dont on voit bien en matière informatique, il ne suffit pas de dire qu'on va le faire pour qu'on ait le produit et qu'on ait le produit abouti le 30 mars. La situation, et on ne sait même pas quelle est la nature des contrôles ou des indications que l'Europe demandera à la France de faire respecter dans son contrôle avec ce pays tiers. Donc on est dans une situation où très clairement les enjeux, j'allais dire socio-humains, ne sont pas, de mon point de vue, suffisamment apparents, parce que derrière tout ça, c'est des emplois qui sont en jeu, que le problème de l'Irlande et de la frontière en Irlande est un problème essentiel, je le reconnais bien volontiers, mais que ce n'est pas la résolution ou la non-résolution du problème de l'Irlande du Nord qui va faciliter la vie du littoral français, qui, je le répète, c'est le point essentiel, se retrouve dans une situation qu'il n'a pas connue depuis 40 ans, pour lequel il ne dispose ni des moyens informatiques, ni des moyens humains, ni des moyens logistiques pour lesquels qu'il devra appliquer. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, mes collègues portuaires et du transport ont fait pareil. Nous avons signalé à de nombreuses reprises à nos interlocuteurs que toute une série de dispositions devaient être revues urgemment. Et on prend quelques exemples caractéristiques et qui sont déjà parus dans la presse. En théorie, le 30 mars, si rien n'était décidé, les Eurostars ne peuvent plus traverser la Manche, ni d'un côté ni de l'autre. Nos navettes qui transportent camions et voitures ne peuvent pas non plus traverser la Manche, sont obligées de s'arrêter entre guillemets au milieu du tunnel. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Le saumon écossais et irlandais n'arrivera plus à Boulogne-sur-Mer. Les exportations de pommes de terre picardes, qui sont très importantes, ne pourront plus traverser la Manche, etc., etc. Et quand vous faites la liste de tous les sujets sur lesquels la disparition, soit brutale, soit progressive, d'accords intra-européens, nécessite une réécriture d'accords bilatéraux, les conducteurs de trains, alors bien sûr d'avions, le sujet a été également évoqué, même si l'aérien est beaucoup plus à l'aise dans ce type de sujet qu'il maîtrise partout dans le monde. Et puis là encore, je dirais la comparaison avec l'aérien, la France a toujours reçu des vols de pays tiers, donc on n'est pas dans des choses nouvelles pour la France sur l'aérien. Je parle bien ici de choses qui sont nouvelles pour les ports et pour, grande partie pour les ports et à tout coup pour le tunnel sous la Manche. Donc on a toute une série de sujets très techniques qui nécessiteront effectivement que,
En théorie, le 30 mars, tout était établi et signé en binational avec la Grande-Bretagne. Et vous savez que la France aujourd'hui, ce que je peux comprendre, se refuse à ouvrir des conversations binationales, même sur des sujets extrêmement pointus et précis tels que ceux-là, tant que le chapeau général du Brexit défini par l'Europe ne sera pas arrêté. Et dernier point sur les choses qui se découvriront, mais c'est signalé dans votre excellent questionnaire, j'ai évoqué des entrepôts, des quais qui sont nombreux, importants, gigantesques, vu les quantités à traiter. Si on respecte effectivement, ce qui serait normal, toutes les réglementations de toute nature, ces entrepôts ne peuvent pas voir le jour avant 2 ou 3 ans. Et au-delà donc de la période de transition. Et donc il paraît souhaitable pour l'opérateur que je suis, et je pense que mes collègues abonderont dans ce sens, que les ordonnances, même si le Conseil d'État a, ce matin, me semble-t-il, indiqué qu'elles étaient peut-être mal définies et un peu larges, mais que les ordonnances permettent effectivement, quant à leur philosophie, de prendre des mesures d'exception, je pense en termes d'urbanisme par exemple, de façon à ce que les entrepôts dont les États auront besoin pour faire les contrôles qui vont s'imposer puissent être construits dans des délais raisonnables. Rien ne sera prêt le 30 mars, il ne faut pas rêver. Rien ne sera prêt le 30 mars. Mais au moins qu'on soit dans une logique où s'il n'y ait pas de retard excessif, inutile, de contestations qui peuvent se comprendre de telle ou telle association, on est sur le littoral, qui puisse dire que ce n'est pas là qu'il faut mettre l'entrepôt, mais il faut le mettre ailleurs, et ainsi de suite. Voilà, en substance, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, la situation dans laquelle nous sommes. Pour faire simple, quelle que soit la nature du Brexit, je le répète, la France va redécouvrir une frontière terrestre qu'elle n'a jamais pratiquée depuis 40 ans. C'est très clair, malheureusement. Monsieur Antoine Berbin, je rappelle, directeur général délégué d'Aropa, port de Paris, Seine-Normandie. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont déjà été dites. On est face à une situation exceptionnelle pour ce qui concerne les ports et tout ce qui vient d'être dit peut être adapté aux ports. En l'occurrence, s'agissant du transmanche, les moyens de transport, les moyens de traverser la Manche étant assez comparables en termes d'objectifs opérationnels aujourd'hui. Face aux situations à venir en termes de contrôle. On a en fait 2 sujets à dimension économique concernant les ports face au Brexit. On a un sujet de très court terme en l'absence, en cas de no deal, avec le retour de contrôle effectivement douanier, veto vétérinaire et phytosanitaire pour ce qui concerne l'importation à la frontière. Un deuxième enjeu de plus long terme qui vise à développer nos échanges commerciaux directs avec l'Irlande, puisque l'Irlande aujourd'hui est principalement approvisionnée via le Land Bridge, via le Royaume-Uni. Et on peut imaginer que les échanges directs à l'intérieur du marché commun, mais totalement maritime depuis nos ports, pourraient se développer dans une deuxième étape post-Brexit. Je crois que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est principalement l'échéance de très court terme, face au retour des contrôles aux frontières à partir du 30 mars en l'absence d'accord ou de délai au-delà du 30 mars, avec un impact majeur. Parce qu'il va donc s'agir de réaliser des contrôles qui vont occasionner nécessairement un ralentissement, avec des impacts très simples en fait, assez difficiles à quantifier mais probablement très importants sur les coûts de transport, s'agissant des coûts de transport routier ou des coûts de transport maritime ou ferroviaire, jusqu'au payeur final, c'est-à-dire au propriétaire de la marchandise, celui qui l'achète ou celui qui la vend, avec la nécessité donc d'adapter les moyens pour réaliser ces contrôles. Ça, c'est des moyens en termes d'infrastructure, en termes immobiliers également, en termes de moyens humains pour réaliser les contrôles. Et donc, je le disais, aussi potentiellement un impact à plus ou moins long terme sur les flux, y compris avec une baisse de nos échanges commerciaux avec le Royaume-Uni, du fait du renchérissement du coût des échanges. Ce sera fonction du contrôle, mais aussi probablement d'autres facteurs, au-delà du contrôle, en fonction des niveaux de barrières tarifaires ou des niveaux de freins non tarifaires, comme les possibles divergences au fur et à mesure du temps de nos normes et de nos réglementations par rapport à nos échanges.
En termes de flux, il s'agit potentiellement dès le 30 mars de contrôler 4,5 millions de camions par an pour ce qui concerne les ports. Des flux qui sont majoritairement en origine-destination des Hauts-de-France vers le Royaume-Uni pour 4,3 millions. Et puis de façon complémentaire et non négligeable entre la Normandie et le Royaume-Uni pour 200 à 300 000 camions ou l'équivalent de camions par an. Pour ce qui concerne spécifiquement Aropa, nous sommes concernés de façon relativement marginale par ces flux parce que nous avons une ligne ferry directe entre Le Havre et Portsmouth qui traite de l'ordre de 30 000 camions, mais des ports comme par exemple le port de Calais sont concernés au premier chef de façon très importante puisqu'ils traitent jusqu'à l'équivalent de 2 millions de camions par an. Le port de Cherbourg en Normandie traite l'équivalent de 200 000 camions par an. Roscoff en Bretagne aussi, naturellement, avec des volumes non négligeables. On va devoir effectivement s'appuyer, pour faciliter ces échanges et limiter, je dirais, la casse, il va falloir réaliser donc des investissements sur les infrastructures pour permettre la gestion de ces flux, mais aussi effectivement sur les systèmes d'information. Donc Aropa connaît bien ça, TLF en parlera probablement très certainement juste après, des systèmes d'information qui permettent une grosse partie une dématérialisation totale en fait des formalités douanières pour les trafics qui se font aujourd'hui au grand export ou au grand import. Nos principaux trades pour nous c'est l'Asie ou l'Amérique du Nord via un cargo community system. Ce système peut naturellement être adapté au transmanche mais dans des exigences opérationnelles qui sont très différentes de celles du transport maritime transatlantique ou à destination de l'Asie puisque pour ce qui concerne un ferry, le temps d'embarquement et de débarquement, ça doit être de l'ordre de 45 minutes, avec des rotations de ferry très importantes. Ferroviaire, ça doit être également extrêmement tendu. Et donc, c'est avec des volumes, donc je le disais, en flux tendu également. Et donc, le système doit être repensé pour être en situation de traiter ce type de flux qui sont quand même relativement différents, même très différents, même si on traite 3 millions de conteneurs par an au Havre, en termes d'objectifs de cadence vis-à-vis du transmanche. L'enjeu, c'est d'être en situation d'anticiper, c'est-à-dire que les déclarations vont devoir se faire avant l'embarquement sur le bateau, notamment à l'importation en France, de façon à ce que la douane ou les services de contrôle puissent sélectionner avant même que les camions ne débarquent les contrôles qu'ils souhaitent réaliser physiquement pour pouvoir ensuite extraire les camions des fils de sortie pour effectivement les contrôler. Sur les transports, sur les échanges, par exemple avec la Chine ou avec les États-Unis, on est sur un taux de contrôle douanier physique relativement faible. On est aujourd'hui sur des taux de contrôle de l'ordre de 1,5% des conteneurs. Donc il faut savoir quel sera le niveau de contrôle physique objectif de la douane sur le transmanche. Sur les marchandises soumises à un contrôle vétérinaire ou un contrôle phytosanitaire, il s'agit donc de contrôler à l'importation, à l'entrée avant la mise à la consommation des produits sur le marché français, ces marchandises-là. Le contrôle fait par les services du ministère de l'Agriculture sont beaucoup plus systématiques. Et donc là, on est sur une obligation et un enjeu de contrôle encore plus probablement exigeant en termes de moyens à mettre en œuvre, y compris en termes de formation de personnes capables de réaliser ces contrôles. Voilà, donc on est dans une situation assez difficile et paradoxale où finalement, dans la perspective éventuelle d'un accord, on attend de réagir, mais à un moment donné, il faudra se rendre compte que peut-être il n'y a pas d'accord, et dès lors, les mesures à mettre en œuvre seront extrêmement importantes. Ce qui justifie naturellement qu'il puisse y avoir une mesure législative pour accompagner cette mesure d'exception, cette situation d'exception. Merci. Bien, merci beaucoup. Madame la déléguée générale des Transports et Logistiques de France, Madame Anne Sandretto, et de concert avec Monsieur Olivier Thouars, président de la commission Brexit des Transports et Logistiques de France. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et Messieurs et Madame les sénateurs. Très rapidement, qui est TLF? C'est une union
professionnel, donc Transport et Logistique de France, qui regroupe à la fois tous les métiers du secteur transport et logistique, ça veut dire transport routier, transport maritime, aérien, mais également tout ce qui est lié aux douanes. L'aspect douanier est un élément essentiel chez TLF. Vous comprendrez par conséquent que nous sommes tout particulièrement concernés par l'effet Brexit. Nous représentons 25% des salariés de toute la profession de transport et logistique et nous avons plus des 18 des 20 grandes entreprises françaises du transport et la logistique, donc qui sont adhérentes chez nous et qui sont très inquiètes. Aujourd'hui, ça représente en termes de flux chez TLF 80% des entreprises de messagerie express. Nous avons plus de 95% des opérations douanières globales en France. Donc le sujet douanier est particulièrement sensible pour nous sur ce sujet Brexit. Avant tout, c'est un problème de sûreté, sécurité, formalités douanières, phytosanitaires. Et derrière, nous avons des transporteurs routiers qui, effectivement, jusqu'à présent, n'ont pas les outils qu'ont le transport maritime et aérien. Il n'existe pas de cargo community system aujourd'hui pour la route. Et par conséquent, effectivement, tout est à inventer. Nous sommes tout particulièrement concernés aussi parce que la plupart des trafics aujourd'hui sont pris en compte par des organisateurs de transport qui sont commissionnaires de transport et qui par conséquent en France ont une position particulière par rapport aux autres États membres, c'est qu'ils ont une responsabilité de résultat et une responsabilité souvent élargie dans les relations entre clients, importateurs, exportateurs. Ce qui va donc poser un problème puisqu'on passe d'un État européen à un pays tiers. Je vais laisser notre professionnel qui est Olivier Thouars. Il est président du groupe de travail Brexit puisque nous avons ouvert un groupe transverse qui vraiment prend en charge la totalité des métiers du transport et de la logistique. Et ce groupe a comme particularité d'être coordonné au niveau européen, puisque nous-mêmes, nous présidons l'Institut douane européen de toutes nos associations nationales européennes. Et nous avons pu, ces derniers mois, travailler directement, puisque côté privé, puisqu'on n'avait pas d'échange et suffisamment d'informations, avec nos homologues anglais et également avec l'administration fiscale et douanière anglaise sur ces sujets, en essayant de dire bâtissons des hypothèses, puisque jusqu'à présent, nous sommes dans le flou le plus complet. Voilà. Je laisse la parole aux professionnels qui sont sur le terrain. Très bien. Merci Anne. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci donc de nous laisser la parole. En parallèle, je suis président du groupe de travail Brexit. Je veux juste préciser, parce que je prendrai peut-être des exemples, je suis également directeur fiscalité et douane pour le groupe GEFCO. Voilà. Et donc, la capacité du groupe GEFCO est une intervention dans 45 pays dans le monde et globalement dans la plupart des pays d'Europe. Donc, nous avons une vision aussi qui est un peu multi-côté, si je puis dire, du côté de la Manche. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Monsieur Gounon a fait une très bonne introduction, donc que je ne reprendrai pas, qui était très bien faite sur les problématiques. Je vais peut-être essayer d'être dans des choses concrètes pour vous expliquer quelle est la problématique de notre profession. Quand on parle de transporteur, donc Anne parlait de commissionnaire de transport. Donc il faut comprendre que des grands groupes comme le nôtre, en fait, vendent des activités de transport à des grands groupes ou des PME. Et en fait, nous avons très peu de chauffeurs. Donc en fait, nous faisons travailler l'ensemble des PME dans le territoire national ou européen à qui nous demandons d'affréter en fait des camions. Ça, c'est important de comprendre, parce que, et je vais le dire tout de suite, c'est parce que quand on commence à parler de numérisation, etc., en fait, on parle à des gens qui ont 3 camions. Donc certes, nous, on est les grands groupes, on a l'air d'être en facial, mais derrière, mes fournisseurs, ils ont 3 camions. Il y en a qui en ont plus. Mais donc je parle à des sociétés pour qui l'achat d'une tablette pour mettre dans le camion, ils sont vraiment très très loin du sujet. Et ils ont plutôt tendance à dire, oula, si vous commencez à m'embêter avec ça, je ne vais plus en Angleterre. Voilà, donc nous on a un souci sur le marché pour acheter des camions, et à ce petit jeu-là, aujourd'hui, dès ce qui est sorti de nos réunions à Bruxelles en septembre, il y avait nos collègues polonais qui disaient qu'aujourd'hui 40%
des camions qui traversent la Manche sont polonais. Entre autres, pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de chauffeurs européens d'Europe de l'Ouest qui acceptent la traversée. Ça, c'est un vrai sujet pour nous, puisque demain, on risque d'avoir du mal à trouver des chauffeurs. Il y a effectivement ce qui a été dit aussi, et ce que vous avez noté très bien dans votre document, la problématique des licences. En fait, elle est à double tranchant. Elle est du côté français, européen, puisqu'en fait, effectivement, les chauffeurs britanniques ne pourront potentiellement plus venir chez nous. Ou tout au moins, ils pourront peut-être livrer directement, mais ils ne pourront plus ramasser de marchandises, repartir. Voilà. En fait, des Britanniques, il n'y en a pas tant que ça qui traversent. Il y en a, mais ce n'est pas le sujet majeur. Notre sujet majeur pour nous, c'est quand nous, on traverse, et quand on veut ramasser en Grande-Bretagne, le sujet est le même en fait, mais il est inversé. On ne sait pas aujourd'hui, c'est pas clair, si on aura le droit de traverser, si on aura le droit de faire des milk runs de nuit, enfin des ramassages chez différents équipementiers, c'est comme ça qu'on pratique au quotidien, et passage de nuit, via le tunnel ou via les ports. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. On envoie un camion qui va livrer une usine. Moi, mon groupe, on travaille beaucoup pour l'automobile. On livre une usine et le même camion va faire un ramassage chez 10 ou 15 fournisseurs et retraverse la Manche de nuit. Voilà. Et il faut que ça continue demain, même si on a, côté UK, de grandes inquiétudes sur la pérennité des entreprises dans l'industrie automotive. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre sur le domaine du transport. Nos clients sont inquiets, hein. Ils sont en train de prévoir des stockages, au-delà des stockages légaux qui sont passés en Angleterre sur l'industrie pharmaceutique. Voilà. Le standard, c'est 4 à 5 jours de stockage, parce qu'en fait, il y a une certaine inquiétude chez les acteurs économiques sur ce qui va se passer sur les zones frontalières. Voilà. Tout le monde n'y pense pas encore, mais voilà. Nos clients ont des gros problèmes sur tout ce qu'on appelle les incoterms, enfin, la façon de gérer les contrats. En fait, ils ont vraiment... aujourd'hui, les contrats qui sont rédigés en Europe sont des contrats, excusez-moi d'entrer dans le détail, mais sont des contrats qui ne tiennent pas compte de la douane, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Et du coup... Et la sûreté-sécurité. Et la sûreté-sécurité. Là, on est dans un gros voilà. souci. Hein. Et du coup, nos clients, ils n'ont pas tous compris, hein, on parle des industriels européens, français, que demain ça va tout changer. Si, en fonction de des termes des contrats, et ben demain il va falloir qu'ils gèrent de la douane ou pas, ils vont prendre des responsabilités, des risques qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ça c'est un vrai sujet. Et malheureusement beaucoup l'ignorent encore. Il y aura des gros problèmes sur les origines de produits en cas de hard Brexit. Voilà. Et les origines de produits, l'idée c'est quoi? C'est que s'il y a hard Brexit, il y a paiement des droits et taxes. Si je prends l'industrie automobile, c'est 4% en moyenne sur les pièces auto, 10% sur les voitures. Effectivement, le trafic est à peu près équilibré entre le UK et l'Europe. Et nous, on gère des trafics pour l'automobile dans les deux sens. Pour être très clair, ces trafics sont fortement remis en cause en cas de hard Brexit, puisque payer 4% de droits quand j'achète les pièces européennes et 10% quand la voiture revient, la voiture elle est hors course, si je puis me permettre l'expression, et elle est plus vendable. Donc en fait, il y a un vrai sujet aujourd'hui chez les industriels. Voilà, j'étais moi-même en UK la semaine dernière sur une conférence sur l'industrie automobile. Il est clair que tous les grands groupes qui sont en Angleterre se posent des questions du maintien de leur production en Angleterre. Voilà, ça c'est parce que c'est vraiment un domaine qui va être impacté très fort. Voilà, je passe tous les détails sur les sujets des origines, il y en a d'autres, mais alors on a une problématique sur les certifications. Et là, il y a un vrai sujet, les certifications, que ce soit les tests de produits, certifications, du moment qu'ils deviennent pays tiers, ils sortent du giron européen, ils sortent des autorisations européennes, et ça veut dire que tout produit fabriqué selon l'ancienne norme en Grande-Bretagne, une aile d'avion par exemple, qui arriverait sur le sol français, eh bien, il a besoin d'être recertifié, puisqu'on ne reconnaît plus la certification anglaise. Donc, je ferai volontairement l'exemple de l'aile d'avion, mais parce que c'est un peu gros, vous voyez, mais c'est valable pour tout. Potentiellement, il faut qu'il y ait des accords rapides, ultra rapides, ou de reconnaissance de toutes ces certifications, sans quoi on va mettre en péril certaines activités. Les tests de produits, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des organismes européens qui gèrent les tests. Demain, si les tests faits en UK sont plus valables, et inversement, les tests en France seront plus valables en UK, donc les industriels français vont devoir faire reconnaître à nouveau leurs tests en Grande-Bretagne. En fait, c'est réciproque à chaque fois. Donc je pense qu'il y a un moyen de négocier. Voilà. Les certificats phyto, ça a été évoqué.
Alors là, il y a un vrai sujet, un vrai problème. Déjà, avant le Brexit, on a fait un constat qu'on a déposé au ministère de l'Agriculture, on manquait réellement d'effectifs dans tous les ports, partout. Donc, avec le Brexit, on vient amplifier la situation, étant donné qu'il y a un certain trafic de végétaux, bio, etc. Enfin, voilà. C'est encore autre chose. Donc, alors, sur les certificats phyto, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air d'être touché par Roscoff. Bon, je vais prendre l'exemple de Roscoff. À ma connaissance, le port de Roscoff n'a pas de contrôle phytosanitaire. Ouais. Or, de ce que j'ai compris, le port de Roscoff, une de ses principales activités, c'est l'agroalimentaire. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de point. Quand on va faire une opération d'importation ou d'exportation en douane, le certificat, le contrôle phyto-veto est un préalable. Je n'importe pas le produit tant qu'il n'est pas contrôlé. Donc, quand on a l'Europe qui se positionne en disant je ne veux pas multiplier les points de contrôle, nous, opérateurs, on ne comprend plus. Parce que c'est juste pas possible. Je ne vais pas faire venir mon camion par Roscoff, l'envoyer au Havre pour faire contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il y a un vrai sujet sur les ports qui sont touchés par l'industrie agroalimentaire. Ils ont besoin en urgence de solutions. Sans quoi, il va y avoir un souci. Et en fait, ce ne sont pas les entreprises importatrices, exportatrices, ce sont les commissionnaires de transport qui organisent l'ensemble du trafic, soit transport, logistique, emballage, douane, etc., qui vont être concernés, parce que c'est eux qui vont se trouver en irrégularité complète avec les administrations. Et en France, on ne rigole pas avec ça. Aux Hollandais ou... Si j'essaie de reprendre la liste de vos questions qu'on a eues juste avant, là. Allongement des délais. Alors oui, c'est clair. Très clair. Après, nous, les opérateurs, on essaie de mettre en place des solutions. Pour être très clair aussi, la profession n'est pas prête. Très clair. Donc certains grands groupes, on commence à se préparer. Quand on a fait la réunion à Bruxelles au mois de mi-septembre... C'était 17 septembre. En gros, les 3/4 des pays, des représentants des pays, en tant que logisticiens, ont précisé qu'ils n'étaient pas prêts, ou qu'ils n'avaient même pas commencé à discuter avec leurs administrations. Donc globalement en Europe et en France, on a un énorme retard de préparation, mais qui est lié au fait, comme me disait je crois M. Berbin juste avant aussi, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et donc quelle entreprise va vouloir embaucher demain massivement, alors que peut-être qu'on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que quand on a rencontré un membre du FT50, de l'équipe de Michel Barnier à Bruxelles, qui nous parlait des dates d'échéance. Et ce que je lui ai dit, c'est ok, mais vous dites 28 octobre. Et après le 28, c'est quoi? À un moment donné, nous, on veut une date. Enfin, dites-nous. Enfin, je préfère que le 28, on dise c'est terminé, que de dire on en reparle en décembre. Parce que nous, on ne sera jamais prêts. C'est ça le sujet derrière. Et puis on a un énorme problème de formation de recrutement de personnel et de formation. Parce qu'on augmente, alors, par exemple, en nombre de déclarations, pour certaines entreprises, c'est plus 30%, mais pour certains grands groupes, ça va jusqu'à plus 50% du nombre de déclarations par rapport à ce qui existait au quotidien. Ce qui veut dire qu'il faut embaucher du personnel et le former. Et voilà, donc c'est déjà trop tard pour former des gens selon les normes normales. Pour mars, c'est trop tard. Par contre, il est sûr que mon groupe, par exemple, nous, l'estimation, c'est 50% de personnel en plus. Mais tous nos collègues ont des besoins à peu près similaires. Sur une profession où il n'y a déjà pas de... On manque déjà de volontaires pour venir dans notre profession. On n'a pas de souci à les former. On manque, on est en train de discuter en interne de comment faire de la promotion, de la profession, etc. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des emplois, donc nous on est prêts à les former. Il y a un vrai sujet derrière. Voilà. Donc on va peut-être se regrouper pour trouver des solutions. Oui, mais... On essaie de réfléchir sur l'attractivité effectivement de nos métiers et d'essayer de mutualiser un peu nos efforts parce que là il y a un vrai sujet. Un déclarant en douane n'est pas mal payé, je vais le dire tout de suite. Oui. C'est un métier qui est plutôt pas trop mal payé à mon avis sur le marché. Donc bon, il n'y a pas de raison qu'on n'attire pas des gens. Alors, quand on parle des plateformes, nous on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, si demain je dois démarrer à Calais avec de la déclaration en douane, eh ben, je ne sais pas comment faire. Je vais être très clair et concret, je travaille avec le Havre, nous on travaille avec pas mal de ports ou d'activités. Et d'ailleurs au Havre, on fait du Euro-Ro. Nous on a quelques camions qui partent entre le Havre via AP+, sur l'Angleterre, aujourd'hui déjà. Voilà. Oui. Donc on en a quelques-uns, c'est pas la majorité, c'est quelques flux. Voilà. Par contre, demain, si on doit démarrer à Calais, ben, je n'ai aucun outil.
Mais c'est pas moi, en tant que professionnel de la route, qui vais mettre un outil sur le Calais. Et en fait, effectivement, il y a un sujet des CCS, des Cargo Community Systems, à déployer, à mettre à jour. Et derrière, nous, on va s'interfacer. On a une capacité, nous, en tant que groupe, à réunir des informations, à transmettre de l'information. On sait faire beaucoup de choses. Je parle des grands groupes, là. Donc, on va affréter des petits transporteurs, mais nous, on va savoir gérer de la data. Tous non, mais en tout cas, les grands groupes, on saura. Et du coup, j'ai besoin quand même de savoir sur qui je m'interface. Est-ce que c'est parce que pourquoi on fait une interface, c'est qu'on a besoin de nous déclarer ce qui arrive quand on va faire un export. J'explique juste quand même le sujet, c'est que quand je vais faire un export de France vers l'Angleterre, j'ai besoin que cet export soit validé en sortie pour diverses raisons, mais entre autres sûreté et fiscale. Parce qu'en fait, c'est la sortie du territoire qui va permettre d'avoir ma preuve fiscale de sortie, qui va justifier ma facture hors taxe que j'émets vers mon collègue anglais. Voilà. Et donc, j'ai absolument besoin d'une sortie. On l'a en aéroportuaire avec le système du SIN. Avec une plateforme électronique. Voilà. On l'a via AP+, aujourd'hui sur le port du Havre ou sur le port de Marseille, Marseille-Fos. Donc, il y a des systèmes, mais aujourd'hui, je suis incapable de dire, voilà, mais nous, on sait dans notre liste de courses, on a un sujet à voir avec les ports pour identifier comment on devra travailler demain, puisqu'on ne le sait pas aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet qui est identifié chez nous. Voilà. Donc, du coup, les ports, voilà, les prédéclarations. Alors, j'étais intéressé par votre remarque sur les prédéclarations, parce qu'en fait, en UK, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des discussions depuis le mois de mai avec HMRC, Majesty Revenue and Customs. Et en fait, dès le mois de mai, ils ont annoncé qu'ils avaient changé leur décision et qu'ils allaient autoriser l'import dès que les marchandises auraient quitté les ports français. En fait, pour éviter les blocages aux ports, c'est ça dont on parle, ils veulent que les déclarations de douane soient déposées dès qu'on aura passé la bouée portuaire française. De sorte qu'ils auront les contrôles, enfin les contrôles administratifs pendant la traversée, et ils auront décidé pendant la traversée qui doit être contrôlé, qui ne doit pas l'être. Au déchargement, les camions libérés partiront direct, sans boucher les ports, et les camions qui devant son contrôle seront mis de côté. Donc, côté français, vous êtes le premier à en parler. Si on peut le faire, tant mieux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut prédéclarer et éviter de boucher les ports. Oui, si je peux compléter mon propos, on voit très bien qu'effectivement, il n'y a pas symétrie entre la France et la Grande-Bretagne sur la gestion de ces dossiers. Pour faire simple, la Grande-Bretagne a voté le Brexit, elle comprend que ça a des conséquences et elle en tire les conséquences, et notamment elle prévoit par exemple pour le contrôle physique des camions ou des marchandises, elle prévoit de le faire jusqu'à 20 km ou 25 km à l'intérieur de la terre, des terres là où elle a de la place et pas à la sortie du port ni à la sortie du tunnel. Ça n'est pas la même logique en France. La logique française, du fait non pas d'une mauvaise volonté de la France, soyons clairs, mais du fait de la réglementation européenne, ne permet pas en théorie de contrôler une marchandise en dehors de son point immédiat d'entrée, c'est-à-dire le port de Calais, le port du Havre, le port de Roscoff ou le terminal français du tunnel sous la Manche. Et s'il doit être conduit, ce camion, dans un lieu de contrôle, ce doit être par un couloir sécuritaire, c'est-à-dire de telle sorte qu'il ne puisse pas le quitter ou qu'il ne puisse pas décharger une marchandise en cours de route. Donc on est face à une dissymétrie des applications, le droit européen excessivement strict, les Britanniques plus pragmatiques, on va le dire comme ça, qui fait que, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le point essentiel concernant les statistiques du tunnel sous la Manche, les imports à export sont répartis 50-50. La France reçoit sur son territoire autant que France, Benelux, Allemagne envoie en Grande-Bretagne. Autrement dit, le sujet effectivement que vous évoquez est très important. Deuxième complément d'information pour être très clair, sur le temps du contrôle. Le tunnel sous la Manche, c'est un départ de navette camion toutes les 10 minutes. C'est l'équivalent d'un Ryanair, c'est déchargement en 10 minutes, rechargement en 10 minutes. La traversée ne dure que 35 minutes. De ce point de vue, les ports ont plus de chance puisque le temps d'attente entre deux ferries peut atteindre 1h30, 2h, 3h, voire plus dans des cas de liaison de Brittany Ferry. Et le temps de traversée est évidemment considérablement plus long. Calais, Douvres, c'est 1h30, Le Havre, Plymouth, c'est une nuit, et ainsi de suite. Donc on est sur des échelles de temps, je ne dis pas que ce sera facile pour les ferries, mais on est sur des échelles de temps qui sont complètement différentes. Nous, en substance, la logique même de la
conception du tunnel sous la Manche telle qu'elle a été définie par les États à l'époque, au titre du traité de Canterbury, c'est d'assurer une traversée dans les deux sens qui soit au plus d'autoroute à autoroute de 90 minutes, ce que nous tenons à 85 ou 90% près. Ce qui veut dire que le temps nécessaire à l'annonce, la dématérialisation et surtout le traitement par les forces douanières des imprimés dématérialisés nécessite effectivement soit que l'heure et demie n'est pas respectée, soit qu'il y ait des moyens considérables, ce qu'aujourd'hui le gouvernement n'envisage pas. Donc on est dans une logique, et je voudrais vraiment réinsister là-dessus. Le sens commun, c'est de dire la Grande-Bretagne a voulu partir, c'est son problème, elle va souffrir des conséquences du Brexit. Voilà, notre propos, c'est de vous dire, en termes d'organisation, en termes de transporteurs, en termes d'emploi, la France est aussi exposée aux conséquences du Brexit, voire plus que la Grande-Bretagne, parce que la France est prise dans un canevas de règles européennes que la Grande-Bretagne, pour le coup, et par construction, pourra se permettre d'y déroger. Et si je puis donc compléter, c'est de dire que nous avons besoin vraiment... Oui ? D'accord. Besoin de dématérialisation totale, c'est-à-dire de toutes les procédures, qu'elles soient sûreté, sécurité. On est capable de faire de l'analyse de risque très rapidement, on a des outils aujourd'hui. Dématérialisation des procédures douanières également, phytosanitaire, il y a des outils. Simplement, il faut des règles claires pour qu'on puisse, nous, développer, mettre en place les outils. Et une plateforme électronique. Aujourd'hui, la difficulté du fret en route, c'est bien justement qu'il n'existe pas localement une plateforme qui aujourd'hui dans les ports permet de recevoir par informatique des données, d'anticiper l'arrivée de la marchandise et de dire je cible celle-là, il y a un risque, tac, quand ça arrive, je contrôle. Aujourd'hui, on n'a pas ça sur le plan routier. Donc on pourrait utiliser des cargo community systems existants. Ce dont on a besoin, c'est d'une plateforme nationale qui soit neutre, qui puisse permettre à toute entreprise, quel soit le lieu géographique où elle est implantée, d'accéder au système de façon sécurisée, et quel que soit aussi le type de produit et où la marchandise arrive, quel que soit le point d'entrée de la marchandise. Voilà, très clairement. Merci beaucoup aux uns aux autres. Je pense que, Monsieur Thouars, si vous avez quelque chose à rajouter... Je voulais juste conclure sur une chose, un dernier point par rapport à votre dernière question, quand vous parlez de la crainte du détournement des flux. Juste pour dire, en fait, le sujet, comme disait Monsieur Gounon, effectivement, on a une capacité aujourd'hui, que ce soit via le transmanche, soit le maritime, notamment du nord de la France, à livrer en UK avec un seul chauffeur. Le sujet, il est juste là. C'est-à-dire que je pars, je traverse, je passe au port ou au tunnel, je vais de l'autre côté, je livre mon client, j'ai tout fait ça dans la même journée avec un seul chauffeur. À partir du moment où je ralentis le flux, le chauffeur, il sort de ses heures de travail, c'est ça qu'il faut comprendre, et donc je n'ai plus aucun intérêt à prendre mon chauffeur pour aller là, autant qu'il aille à Anvers, quitte à passer la journée, enfin entre nous, j'ai pas pour Anvers, mais je veux dire, d'un point de vue économique, le schéma il va être là. Il peut aller à Anvers, après en fait la traversée quand on est à Anvers, parce qu'on nous dit souvent, oui mais c'est plus long, bah oui mais le chauffeur il s'arrête et il laisse le camion dans le bateau, il part pas avec. Donc le schéma est différent. Donc la concurrence elle se joue à ce niveau-là, et nous on a une souplesse, on suit nos clients. Donc quand notre client nous demande de faire une traversée, je vais au tunnel, il y a un problème au tunnel, ou je vais au port, il y a un problème au port, je change. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Donc il y a évidemment des risques de détournement. S'il y a un endroit qui bloque, on va aller à côté. Mais on est très souple pour ça. C'est juste... oui, donc oui, il y a un risque. Il y a un risque quand même de concurrence. Il y a un risque de concurrence. Hollande et Belgique. Et les ports du Nord, évidemment, vont essayer d'attirer vers eux. Voilà, merci. Et ce ne sont pas les moins habiles en la matière. Ah non, c'est clair. Bien, on laisse la parole au rapporteur qui dirige les opérations maintenant. Oui, Président. En fait, vous avez été nos cobayes. Oui, mais vous avez été de bons cobayes et à mon avis utiles. Vous êtes nos cobayes parce que vous êtes les premiers à être auditionnés. Et je vous remercie d'avoir été aussi clair dans vos explications parce que ça permet aux sénateurs que nous sommes de bien prendre en compte la dimension de la masse des problèmes qui vont se poser pour les entreprises de vos secteurs, qui vont se poser pour les administrations, et je vous en remercie. Alors vous êtes doublement des cobayes, Monsieur le Président, et je voudrais m'en excuser parce que nous avions préparé une série de questions et le questionnaire, nous leur avons remis là en début de réunion. Ils savent tout par cœur. Non, mais je vous en remercie parce que vous avez pris en quelques minutes le temps de vous plonger dedans, de commencer à y répondre. Je vais quand même en rappeler deux, trois
non pas pour que vous vous étendiez dessus maintenant, mais que vous preniez le temps de nous y répondre par écrit pour que ça puisse nous être utile dans notre rapport. Mais je vous rassure, Monsieur le Président, pour les autres auditions, peut-être pas pour celle qui va suivre, parce que là aussi, c'est arrivé il y a très peu de temps, je crois hier chez eux, mais ils l'ont eu avant. Pour l'avenir, c'est agréable que ceux que nous auditionnons puissent avoir le temps de commencer à travailler et à nous aider dans la réflexion. Alors, 4-5 petits points supplémentaires sur lesquels, éventuellement, vous nous apportez un complément d'explication ou vous nous envoyez par écrit pour nous aider. Sur les allongements de délai, je vous remercie d'avoir bien répondu, mais j'aimerais que vous rentriez plus dans le détail de ce que va représenter ce problème d'allongement des délais pour les entreprises elles-mêmes, qui sont vos clients, et donc que vous nous apportiez un certain nombre de précisions là-dedans. Alors, vous l'avez évoqué aussi, la difficulté pour circuler sur le sol britannique. On va voir une concurrence déloyale incontestablement. On a bien compris qu'il y avait beaucoup plus de poids lourds qui partaient d'Europe à travers la France vers la Grande-Bretagne que l'inverse. Mais une fois qu'ils ont traversé, là aussi, il faut que vous nous donniez beaucoup plus d'éléments. Plusieurs de vos entreprises de transporteurs nous ont déjà signalé une concurrence déloyale qui risque de s'installer là-bas. Concurrence déloyale qui va se traduire par probablement un allongement de livraison de tous les produits qui vont arriver chez les différents clients anglais. Si on peut avoir des précisions sur ce sujet. Troisième sujet sur lequel vous avez répondu très vite aussi, mais là, nous avons besoin d'évaluation. L'évaluation sur les effets possibles des contrôles et des coûts d'investissement à réaliser pour mettre en place ce que vous avez évoqué, les parkings, les hangars, tout ce qu'il faudra installer là où il n'y en a pas. Vous avez dit ça va être un problème. Si on pouvait avoir des précisions sur les coûts, vous savez mieux ce que représente l'ensemble de ces équipements dans les différents ports ou bien à l'entrée ou à la sortie du tunnel. Merci de nous apporter des précisions. Quatrième élément sur lequel j'aimerais beaucoup avoir un complément d'information. Tout ce qui concerne la dématérialisation des contrôles. Les ports, les transporteurs, vous avez commencé, madame, à nous y répondre. Sont-ils prêts? C'était ma question. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts du tout, puisque certains sont, entre guillemets, trop petits, pas préparés. Ce sera un problème de formation. Mais là aussi, s'il vous plaît, merci de bien vouloir y répondre d'une manière plus longue, avec toute une série d'exemples concrets. Avant-dernière question que je vous avais posée. Quel est le degré de diffusion du Cargo Community System, le système d'information portuaire qui est destiné donc à faciliter les échanges d'informations? Est-ce qu'il est au point? Est-ce qu'il n'est pas au point? Voilà. Si vous pouviez. Et enfin, dernier élément, c'est la dernière question que vous aviez, dernier élément, le flux, où est-ce qu'il va aller? Les autres ports européens, cette concurrence des ports de l'Europe du Nord, avec la répercussion assez directe qu'on va avoir, alors sur Roscoff, sur Le Havre, enfin bon, là si vous pouviez nous en dire plus, parce que c'est un vrai problème de fond pour les élus que nous sommes. Il y a plusieurs élus de différentes zones de territoires maritimes. Les ports français ne vont pas si bien que ça, et si on peut avoir des éléments concrets de concurrence qui vont apparaître. Pardon, Président, de n'avoir pas eu le temps de préparer plus en amont, mais on démarre le travail. Très bien. On a deux collègues qui voudraient s'exprimer, Jean-François Rapin et Bruno Sido, et on va allonger la liste. Je voudrais préciser, si vous voulez, que cette commission spéciale a une durée de vie extrêmement courte. Le 6 au soir, elle n'existera plus, 6 novembre. Ceci étant, un certain nombre de points qui ont été soulevés par nos intervenants tout à l'heure, nous en prenons note parce qu'ils serviront, ces différents points, au comité de suivi, au groupe de travail de suivi, pour les détournements de flux, pour les plateformes, etc. Donc ce n'est pas lettre morte, hein, n'hésitez pas. Il y a un groupe de suivi qui perdurera sans doute jusqu'au 31 décembre 2020, hein, puisque c'est la période officiellement aujourd'hui que l'on connaît de transition. Jean-François Rapin. Oui, Jean-François Rapin, sénateur du Pas-de-Calais.
quand j'ai demandé ma prise de parole, c'était juste après l'expression de M. Gounon, parce qu'il n'avait pas évoqué, enfin, j'avais pas ressenti réellement le fait qu'il ait évoqué la problématique des services vétérinaires. Ça a été fait après, mais je crois que c'est aussi un point essentiel, parce que si aujourd'hui le ministre s'est engagé à former près de 700, je crois, douaniers, s'il faut 18 à 36 mois en fonction des qualifications pour former un douanier et le rendre immédiatement opérationnel, il faut bien plus longtemps pour former un vétérinaire, et je crains qu'on ne soit pas à la hauteur de cet enjeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dire que, vous l'avez évoqué, il va falloir mobiliser des ressources humaines comme peut-être jamais on l'a fait en si peu de temps, des ressources mobilières, parce que moi je suis très... et c'est plus dans le cas d'un problème de Brexit dur. Comment envisage-t-on, et ça fera peut-être l'objet d'ordonnances en lien direct avec le ministère de l'Industrie, voire de l'économie directement, comment on fera, parce qu'on imagine que certaines entreprises vont avoir des difficultés financières et de trésorerie immédiatement au regard des retards que vous évoquez et qui ne sont à mettre à l'actif de personne, qui seront des retards structurels. Donc là, on va avoir un décalage entre la capacité des entreprises et la vôtre à pouvoir, et celle de l'État français à répondre à ces questions, et probablement un décalage de trésorerie. Donc des ressources mobilières à définir. Et puis les ressources immobilières, bien sûr, M. Gounon, vous l'avez dit, et moi je suis très inquiet sur le Pas-de-Calais en particulier, parce que vous savez qu'on a deux sites de transfert. Il y a le Transmanche aussi, qui n'est pas négligeable, et votre structure, et on se rend compte qu'au regard de la différence de structure, on ne pourra même pas mutualiser les moyens. Donc ça m'apparaît très... je connais comme vous ce territoire, on aura du mal à mutualiser les moyens. Donc il y a là des questions qui s'imposent. Et la dernière, elle rebondit directement sur celle de Ladislas Poniatowski. C'est de dire, moi j'ai une grande crainte, c'est qu'en particulier les Hauts-de-France, voire même peut-être le Havre, soit délaissé des opérateurs européens au profit de la Belgique, qui va avoir une réactivité forcément plus rapide. Voilà. Et dernier lieu, si vous me permettez, Président, c'est de dire, moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans tout ça. C'est que la France se débrouille avec un problème européen pur. Comment va-t-on, à l'issue, faire payer la note aux autres pays européens, parce que ce sont des camions polonais, ce sont des camions roumains, c'est important le flux étranger qui passe par chez nous, et finalement la France, système D, débrouillez-vous. J'allais dire démerdez-vous, excusez-moi, ça se fait pas au Sénat, mais débrouillez-vous. Synthétique. Oui, très synthétique, je serai très synthétique. Chaque fois qu'on veut faire une réforme, et là c'est une réforme qui arrive, ce sont des pleurs, des grincements de dents, des lobbies qui se lèvent, etc. etc. Que le Brexit, qu'il soit hard ou plus ou moins soft, pose des problèmes, c'est évident, ça ne nous étonne pas. Il y a les habitudes, il y a les routines qu'il va falloir bousculer, etc. Alors, première question, peut-être la plus importante d'ailleurs. Je ne mesure pas bien quelle est l'importance des flux de marchandises, millions de camions, millions de tonnes, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous donner, par rapport par exemple à ce qui s'est transporté sous les bombes, sous les torpilles, etc., de l'approvisionnement de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale avec les convois? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Mais ça, c'est la commission des défenses, etc. Alors, moi, je me pose des questions, c'est la première question. La deuxième question, c'est la capacité des uns et des autres à s'adapter. Je ne me fais pas comme les uns, c'est le privé. Je ne me fais pas de soucis. Le privé s'adaptera. Vous avez besoin de délai. Non, attendez. Vous vous adapterez, vous savez faire, c'est la souplesse du privé. C'est vrai que ça pose des problèmes informatiques. Enfin, on entend de plus en plus que l'informatique, finalement, scléroserait tout. On entend que la météo est incapable de prévoir parce qu'on ne peut pas changer les programmes informatiques. Je l'ai entendu ce matin. Bon, il y a le problème de passage en douane, c'est évident. Il y a des métiers qui ont disparu et qui vont réapparaître, des transitaires en douane, etc. Bon. La LOTI, il va falloir refaire la LOTI, vous en parliez, hein, la loi d'orientation sur les transports intérieurs, savoir qui transporter quoi. J'ai presque fini. Alors, au fond,
la vraie question, est-ce que les administrations françaises et européennes vont-elles pouvoir s'adapter très rapidement? C'est ça la vraie question. Pour que répondre... oui, et la nôtre, la française, voilà. Donc, la dernière question, est-ce que, de votre point de vue, ce qui se prépare, c'est la diminution des échanges entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe? Voilà, c'est ça, parce qu'au fond, les délais qui s'allongent, etc., ça fait des coûts, finalement, à la fin, et des prix qui changent, et donc risque de diminution des échanges. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question, je m'arrête là. Très bien. Madame Blandin, puis Jean-Michel Houllegatte. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, très rapidement, si je vous dis que je suis Marie-Yvonne Blondin, sénatrice du Finistère, vous comprendrez bien les raisons de ma présence ici, que ce soit pour les transports maritimes ou également pour la pêche et l'agriculture, parce qu'on n'a pas parlé de la pêche, mais dans vos camions, vous transportez sûrement des marchandises et des choses importantes. Donc, moi, il s'avère que dans les discussions, vous le savez, Brest et Roscoff ont été exclus de ce réseau central des ports européens. Donc, nous, ça nous pose problème, parce que l'arc transmanche était aussi, il y avait Caen, il y avait Rouen, Caen, Rennes et puis Nantes, et toute la presqu'île bretonne était complètement oubliée. Alors on va devenir une île si ça continue, alors que les trajets entre l'Irlande, entre la Grande-Bretagne, eh ben, c'est des trajets les plus courts. Maintenant, vous avez évoqué des difficultés, à savoir des plateformes, etc. Ma chère collègue, ça c'est une question communautaire qui ne regarde pas. Mais je voudrais revenir sur un point. Enfin, ça nous regarde un peu. Oui, non, mais énormément, mais c'est pas dans le cadre de la commission spéciale. C'est ça que je voulais dire. C'était pas dans le cadre, mais et dans l'habilitation par ordonnance. Voilà. L'introduction des deux ports dans ces réseaux, c'est peut-être communautaire, mais ça a des impacts sur sur le développement de notre région est terrible. Et vous dire que concernant les personnels, vous avez évoqué les vétérinaires, bien sûr, il nous faudra adapter ça à Roscoff parce qu'on n'en a pas. Et le personnel de Roscoff, qui est le personnel de douane, assure, il faut le savoir, il assure aussi toute l'immigration. Donc, si on lui ajoute ça à ça, je ne sais pas comment on va faire, et ça viendra certainement dans toutes vos réflexions sur les professions et la formation. Merci, Jean-Michel Houllegatte. Merci, Président. Donc, Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche et originaire de Cherbourg, donc, dont le port, pendant la guerre, a eu un trafic supérieur à celui de New York. Mais je pense que les formalités douanières n'étaient pas les mêmes à cette époque, et heureusement, sinon on n'aurait jamais été libéré. Justement, ma question concerne les fameux, comment dirais-je, points d'entrée. Puisque donc, le projet de loi dans lequel nous sommes amenés à nous prononcer donc, prévoit un régime procédural particulier, donc est applicable aux travaux en vue de la construction ou l'aménagement en urgence. Alors, où est-ce que vous en êtes? Quel est le dialogue que vous avez avec les services de l'État? Est-ce que vous avez déjà identifié des besoins fonciers, des besoins en entrepôt, des lieux où pourraient être localisés ces points d'entrée? Et est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit à l'heure actuelle avec les services de l'État pour anticiper justement la construction de ces locaux? Merci, Fabienne Keller. Oui, en complément de la question qui vient d'être posée, d'abord merci de nous rejoindre pour essayer de nous éclairer sur cette situation qui, chaque jour qui passe, est plus confuse. Quels sont les secteurs que vous identifiez comme stratégiques, enfin qui pourraient être mis en grande difficulté par l'absence de règles ou des règles que vous pouvez pressentir comme complexes? Et dans quel domaine y aurait-il besoin donc d'infrastructures nouvelles pour pouvoir assurer quand même les flux dans de bonnes conditions? Merci. Juste un mot, je voudrais essayer de rassurer malgré tout Madame Blandin. Cette question des corridors qui doit logiquement être revisitée en 2023, nous ferons tout pour que ça le soit bien avant, à cause précisément du Brexit. Interpellé, vous avez toutes les réponses. Oui, alors, sans être un historien, on sait qu'au Cap Blanc-Nez, il y a un très beau monument qui rappelle... Monsieur Goudon, dans les réponses, faites-nous bien part aux uns et aux autres de avec et sans deal. Parce qu'en fait, en début de votre explication, on a bien compris qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un accord, beaucoup des équipements, beaucoup des investissements devront se faire de toutes les façons. Donc à travers au moins 3 des questions que j'ai entendues, faites-nous bien la part de l'un et de l'autre. Deal, no deal.
Alors oui, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Donc je disais qu'il y a un très beau monument qui rappelle effectivement le dévouement des Français et des Britanniques qui avaient fait une patrouille commune dans le détroit du Pas-de-Calais pendant la Grande Guerre pour assurer les transports. Je n'ai donc pas la comparaison, mais ce qu'il faut que vous sachiez, et c'est tout à fait la problématique de l'attractivité du territoire. En 25 ans, le tunnel sous la Manche a créé sa propre activité commerciale. C'est-à-dire un quart de la totalité des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Europe des 27. Tout simplement parce qu'avec le port de Calais et les autres ports, et nos amis de Brittany Ferry, on a su à l'intérieur de l'Europe proposer des solutions les plus efficaces, les plus efficientes aux transporteurs et aux chargeurs. Le problème donc, Brexit ou non Brexit, c'est que si, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais apporter une réponse très claire et peut-être un peu provocatrice volontairement. Vous dites, monsieur le sénateur, c'est le problème des privés. Oui, les privés s'adapteront. Sauf qu'on parle de contrôle de frontières, marchandises, douanes, vétérinaires, etc., qui est uniquement et essentiellement de la responsabilité des États. Et mon souci, je pense que je l'ai fait quand même, comme mes collègues, bien apparaître, c'est un retard de prise de décision de l'État français par rapport à ces problèmes. C'est la responsabilité de l'État, et donc de nous tous, certes, mais vous aussi en particulier. Je remercie à nouveau le Président de nous avoir invités à cette réunion. Donc que va-t-il se passer si effectivement nous perdons sur la frontière française-Grande-Bretagne l'attractivité qui est celle qui a permis de construire des échanges considérables? Ça a été très bien dit par M. Thouars, les camions, les transporteurs, les chargeurs iront ailleurs. Autrement dit, ce n'est pas tant, comme on le voit à tort, un effondrement de l'économie britannique et finalement il n'avait qu'à pas voter le Brexit. Je pense que l'économie britannique continuera l'un dans l'autre à ces taux actuels de croissance qui, soit dit en passant, ne sont pas ridicules. C'est 1,5%, c'est l'équivalent de ce que fait la France. Il n'y a rien de dramatique. C'est que les flux partiront en Belgique et en Hollande. Enfin, le départ des flux ou l'arrivée des flux, c'est ça la problématique. C'est que si la France ne réagit pas vite, mais bien sûr, oui, quand vous allez à Zeebrugge, vous allez à Zeebrugge et vous comparez par rapport à Dunkerque, Calais, Le Havre, etc., faites le voyage à Zeebrugge, vous revenez, vous avez tout compris. Si vous permettez, monsieur, sur ce point-là, en matière de marchandises, c'est clair. Laissez madame s'exprimer. Pour répondre précisément à ce point, en ce qui concerne le transport de marchandises, c'est clair que les administrations des pays en Hollande et en Belgique sont nettement plus souples et travaillent de façon beaucoup plus collaborative avec le privé. C'est-à-dire que ce sont des partenaires et ce ne sont pas des fraudeurs potentiels. Et donc ça, c'est toute la... On a besoin de règles claires qui nous sécurisent juridiquement. Voilà. Sur ce thème-là, je me permets une remarque complémentaire. Les ports sont des lieux, enfin sont des infrastructures en concurrence les uns avec les autres. Et donc on connaît cette concurrence aujourd'hui très fortement sur les grands trades Asie, Amérique du Nord et autres que j'évoquais tout à l'heure. On va la voir maintenant sur le transmanche avec des contrôles et des systèmes de contrôle qui vont nous différencier dans notre capacité à faciliter le passage de la marchandise et donc à faciliter le commerce international. Les ports belges, hollandais sont réputés plus faciles que les nôtres. Faciles que les nôtres, de ce point de vue-là. Probablement, si je peux me permettre, moins sur les questions douanières que sur les questions vétérinaires et phytosanitaires. Je suis pas d'accord. Mais sur les deux. Il faudra que peut-être que vous invitiez la douane pour en parler, mais on a une douane qui est, je crois, performante, qui réalise un niveau de contrôle très ciblé, je citais, de l'ordre de 1% de contrôle physique sur l'importation et l'exportation, avec une dématérialisation à 100% des processus douaniers. Et voilà. En revanche, sur le phyto et le véto, on est sur des contrôles physiques quasi systématiques, et on sait d'ores et déjà que beaucoup de flux nous échappent, que ce soit les mangues, ou d'autres fruits qui passent par les ports belges. Et effectivement, on aura ce sujet-là, je pense, dans le transmanche avec le Royaume-Uni. Ils ne supportent pas, ils ne pratiquent pas les normes européennes. Si. Différemment.
quand la consommation est sur un pays autre que le leur, par exemple, des produits qui sont destinés à la France, s'ils entrent par la Hollande ou la Belgique, les contrôles sont pratiquement nuls. Mais par contre, si ça rentre par la France, on va faire un contrôle qui va être nettement supérieur. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de pertes de flux. C'est très clair. Oui, on va vous donner exemples des concrets choses là-dessus. On a fait des C'est choses intéressant. très détaillées sur ce sujet. D'accord. Enfin, c'est-à-dire qu'en France, on respecte la règle européenne quand même. Oui. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça, voilà. On respecte la règle. Alors, à ma connaissance, les Belges ont été rattrapés par la police, par la patrouille il y a quelques mois, parce qu'ils ne faisaient pas assez de contrôle. On a des Voilà, mais c'est parce que la norme, elle est chez nous, c'est eux qui étaient en dehors. Enfin, mais c'est vrai qu'ils ont une facilitation. Nous, en douane, on a beaucoup moins de contrôle quand on passe, et beaucoup plus de facilité quand on passe en Belgique que quand on passe en France. C'est clair. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme en Belgique. C'est juste que peut-être ils ne respectent pas les règles là-bas. C'est pour ça que l'Europe les a rappelés à l'ordre. Voilà. Oh, les Pays-Bas, ils sont assez, ils sont comme, ils n'ont pas été rappelés à l'ordre, mais on a rarement de soucis aux Pays-Bas. Enfin, si, puisque j'ai la parole, j'en profite pour répondre à vos différentes questions rapidement. Les investissements toujours d'actualité. Alors en fait, deal ou no deal, vous avez posé la question. En fait, je pense qu'il y a un sujet important à se dire, c'est qu'il y ait deal ou qu'il n'y ait pas deal, il y aura déclaration en douane, et ça, côté, quand on est à Bruxelles, la Commission a été très claire. Ils seront payés tiers, il y aura déclaration en douane, il y aura contrôle aux frontières. Donc ça veut dire, la question que je me pose moi, en tant qu'opérateur privé, c'est pourquoi l'État ne prend pas tout de suite les décisions. Oui. Puisque de toute façon, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, j'ai besoin de bâtiments, j'ai besoin de routes, et ben on les fait tout de suite. Et puis on verra bien si c'est en mars ou si c'est dans 2 ans. Et nous sommes demandeurs de workshops, on veut tout de suite investir, mais à condition d'avoir en face une administration qui prenne ses responsabilités. Claire. Voilà. Donc, en tout cas, il faut effectivement séparer ce qui est impactant, ce qui va rester demain et ce qui ne restera pas. Et donc, dans ce qui va rester, la déclaration en douane, l'arrêt aux frontières, les contrôles phyto, tout ça, ça va rester. Donc, n'attendons pas, allons-y. Et la sûreté-sécurité, excuse-moi. Même, et la sûreté-sécurité. L'analyse de risque. Voilà. Enfin, il peut y avoir des accords. Sur la sûreté-sécurité, il pourrait y avoir des accords. Oui, sauf que si ça rentre par l'Angleterre, voilà. fait rentrer des... Sur les trafics, sur les volumétries des trafics, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que le Royaume-Uni, enfin depuis 1993, et l'ouverture des frontières, alors nous, notre profession, si je parle de commissionnaire en douane, on a supprimé avec l'aide de l'Europe de nombreux postes. Voilà, et on est en train de les recréer. C'est ça qu'on est en train de faire. Voilà. Mais les trafics, ils ont juste explosé du fait qu'il n'y avait plus de frontières. On se trouve dans une situation, on n'est plus du tout par rapport à, si on comparait, j'ai pas les chiffres là, mais 93 avec aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et il y a un croisement et un maillage industriel qui fait qu'on est beaucoup plus lié à l'Angleterre qu'en 93. Voilà. Et si, en termes de risque et de domaine, vous posez des questions. Alors, le premier domaine, je pense que c'est le domaine phyto, l'agriculture, tout ça. C'est évident. Parce qu'on a un problème de point de contrôle avec un contrôle obligatoire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est réglementaire. Après, on a un autre domaine. Quand je parle de l'industrie automobile, on est tous liés. Ça veut dire que quand je dis on, GEFCO, on a une partie de notre actionnaire, PSA est actionnaire en partie chez nous, à 25%. Donc, on est lié dans le sens où l'équipementier anglais qui fabrique des pièces auto pour livrer l'usine Toyota de Grande-Bretagne, il alimente aussi l'usine PSA de Sochaux. Demain, Toyota décide de fermer, met en péril l'activité économique du fournisseur anglais, et ben va mettre en péril par effet domino l'activité de Sochaux. Donc on est vraiment liés, c'est ça qu'il faut comprendre, on est vraiment imbriqués aujourd'hui, et les acteurs économiques veulent éviter aujourd'hui le hard Brexit et la situation compliquée et dure. Parce que ça va être un vrai problème pour nous. Et donc pour moi, oui, il va y avoir baisse d'activité. Hein, que ce soit c'est que BMW a déjà annoncé la fermeture de l'usine au mois d'avril pour travaux, sans annoncer la date de réouverture. Toyota a annoncé qu'en cas de hard Brexit, après il y a un effet politique, c'est évident. Ils ont annoncé qu'ils allaient fermer sans dire s'ils rouvraient. Nissan s'est prononcé aussi en faveur d'une fermeture en Grande-Bretagne. Donc il y a un effet politique évident, donc on ne sait pas où ça va. Par contre, il est sûr que l'industrie automobile va y perdre des plumes en Grande-Bretagne et que les impacts économiques, on ne les connaît pas aujourd'hui. Moi, je serais un peu moins enfin, je ne sais pas honnêtement où on va, mais on a un risque fort de baisse d'activité et l'industrie automobile représente une grosse part des échanges entre le UK et la France. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que beaucoup d'exportateurs, jusqu'à présent, qui vendaient en Grande-Bretagne, c'était pas de l'exportation, c'était marché intérieur. Donc ils deviennent des primo-exportateurs, ils savent pas du tout ce que ça veut dire.
Absolument pas. Et nous, on est face à une population qui est absolument, mais immature complètement. Donc on va faire ce travail, on est capable de le faire, mais il faut nous donner les éléments pour qu'on puisse s'organiser, se structurer, et un peu de délai aussi. Bien, merci. Il nous reste malgré tout éventuellement une autre question s'il y a quelqu'un qui voudrait avoir une réponse sur un problème particulier. Je voudrais quand même souligner, pour avoir fait quelques rapports au niveau de la Commission des affaires européennes, sur l'autorité européenne de la concurrence. Et j'ai bien vu effectivement, quand on compare entre la France et les Pays-Bas, chacun respecte les règles, mais la lecture néerlandaise est beaucoup plus, je dirais, constructive. Ils sont partenaires des entreprises. Vous me permettrez de ne pas dire comment sont, je dirais, les administrations françaises vis-à-vis des entreprises. Mais bon, nous sortons là du champ de la commission, je dirais, de la commission spéciale. Bruno Sido. Uniquement, mais ça va être très court, parce que je me suis arrêté juste un peu trop tôt, pour demander finalement, à votre avis, est-ce que on parle de multilatéralisme, etc., Union européenne, Grande-Bretagne, personnellement, je pense, connaissant pas mal les Grands-Bretons, qu'ils vont tenter de multiplier les accords bilatéraux. Quel est votre point de vue ? Ils l'ont déjà dit, on les a rencontrés au mois de septembre et ils sont déjà en train. C'est-à-dire que l'Australie, il y a différents, ils sont déjà en train de discuter et ils veulent au plus vite démultiplier des ADFT et des accords de free trade, oui. Et elle était déjà la Grande-Bretagne était déjà actuellement pendant la période donc où ils étaient dans l'Europe en partenariat avec la Hollande, la Belgique et l'Allemagne sur beaucoup de nouveaux projets. Dans ces nouveaux projets, c'était la dématérialisation, les aspects douaniers et les aspects sûreté-sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des prototypes, ils ont déjà beaucoup travaillé. Or, la France n'était jamais dans ces projets, ce que j'ai reproché à plusieurs fois à l'administration. Donc, s'ils souhaitent, ils peuvent vraiment faire très vite avec la Hollande, avec la Belgique et avec l'Allemagne. Et ça, c'est des convergences de procédures administratives. C'est des coopérations administratives. Oui, c'est tout à fait, qui ont eu lieu dans le cadre de projets européens financés par la Commission européenne. Il y avait plus de 75 projets qui ont été financés depuis ces dernières années sur tout ce qui est transport du fret, tout ce qui est, voilà, et surtout accès, système d'information, dématérialisation, sûreté, sécurité, aspect douanier, c'est très clair. Des documents précis là-dessus, parce que si vous voulez, l'Union à 27, elle reste unie en la matière. Bon. Et que la Grande-Bretagne ne peut pas négocier avec un des 27. Ça, c'est très très clair. Qu'il y ait des discours ou des approches locales peut-être, mais on aimerait avoir quelques informations. Du point de vue de la place financière de Paris, nous l'avons dit et redit, le Brexit n'est pas une bonne nouvelle si on analyse les choses sur le long terme. Nous sommes, Gérard Mestralet l'avait rappelé, Augustin de Romanet compte le rappeler prochainement, nous sommes des Européens convaincus et nous pensons que le sujet, il est plutôt celui de la compétition, de la compétitivité de l'Europe comme un tout dans le monde face aux autres parties du monde dans la globalisation plutôt qu'à l'intérieur de l'Europe. Et de ce point de vue, nous regrettons plutôt ce choix du Brexit contre lequel nous nous étions prononcés. Cela dit, maintenant qu'il a été voté par le peuple britannique, il est là, et nous devons faire avec et évidemment voir comment promouvoir notre offre dans ce contexte. Donc les 3 points que je voulais simplement énoncer aujourd'hui dans ce sujet, cette réunion très précise qui a pour objet, si j'ai bien compris le projet de loi que vous allez être amené à examiner, je dirais peut-être juste 3 choses. Au plan général des conditions de la négociation en cours entre l'Europe et le Royaume-Uni, les 3 sujets pour nous importants en tant que place financière, en tant qu'acteur industriel, sont bien sûr d'abord la période de transition. Nous avions dit que nous étions favorables à une période de transition qui, selon nous, ne doit pas excéder le calendrier prévu en 2020.
car une chose est de pouvoir se préparer, une autre est pour les entreprises industrielles, et je me base sur les entretiens que nous avons avec les grandes entreprises industrielles internationales et les investisseurs, la nécessité d'avoir une clarté rapidement et de ne pas être dans une période de doute et d'incertitude qui se prolonge, et c'est bien le sujet d'ailleurs aujourd'hui qui pose problème à un certain nombre d'entreprises internationales. Deuxièmement, les sujets relatifs à la notion de substance, Robert Ophèle en a beaucoup parlé sur le sujet du passeport, de la délégation. Il est clair que pour la place financière européenne, il est essentiel que dans les décisions et les orientations qui seront prises, une part importante soit faite à la notion de substance de la localisation et du contenu des activités lorsque on évoque les différents sujets. Et enfin, la question du régime d'équivalence, Robert Ophèle en a parlé et reparlé, qui pour nous est la bonne solution pour les services financiers, de manière y compris à préserver les conditions d'un level playing field, pour parler en bon français. Sur le deuxième point porte sur l'impact d'un hard Brexit, puisque j'ai compris que c'est l'hypothèse qui est à examiner aujourd'hui ici. Pour les acteurs professionnels, je voudrais simplement mettre en évidence deux points. D'une part, Marianne Barbalayani en a parlé, les travaux du Haut Comité juridique de place, auquel Paris Europlace est très très fortement associé, et qui a conclu, ce qui n'était pas donné au départ, au fait que, a priori, il n'y a pas de cliff edge, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'effets de falaise et de rupture brutale à attendre, y compris dans le cas d'un Brexit dur, pour les contrats en cours, comme cela a été dit, dans les différents domaines de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs. L'assurance a déjà beaucoup agi, d'ailleurs, pour préparer les prochaines échéances. On a les contrats en cours d'assurance ont été déjà aux trois quarts remis sur de nouvelles conditions pour pouvoir continuer à être exploités. Donc, s'agissant des contrats conclus avant le Brexit, le HCJP, qui vient de remettre son rapport dont nous vous conseillons la lecture passionnante, considère que les risques de rupture dans l'exécution des contrats seront limités, recommande bien entendu de lever avant le Brexit les incertitudes juridiques qui doivent l'être pour certains contrats, y compris dans le secteur de l'assurance pour ceux qui restent, mais ne considère pas qu'il y ait un problème majeur. S'agissant des contrats nouveaux, Robert Ophèle en a parlé, nous recommandons, le Haut Comité juridique de place recommande d'engager des travaux en vue d'une plus grande harmonisation des textes applicables au sein de l'Union et d'une plus forte cohérence de leur mise en œuvre par les 27 États membres. C'est évidemment un point central pour la suite des mois qui vont venir, et notamment sur les deux sujets de l'équivalence et de la reverse solicitation, comme cela a été indiqué, donc je n'y reviens pas. Pour ce qui est du sujet des entreprises françaises qui exercent des activités au Royaume-Uni, que le projet de loi vise à prendre en compte, la place de Paris, comme les fédérations professionnelles, soutient les mesures qui sont présentées, proposées dans le projet de loi, et notamment la mesure prévue au 4e paragraphe du 2e article qui vise à permettre l'accès des entreprises françaises au système de règlement interbancaire et de règlement livraison de pays tiers, et à permettre la continuité de l'utilisation des conventions cadres en matière de services financiers et la mise en place de conventions ISDA en droit français, comme cela est prévu dans le projet Pacte. Nous appuyons, y compris en tant que place financière de Paris, ces mesures qui nous paraissent être un accompagnement indispensable pour nos entreprises qui exercent des activités au Royaume-Uni et qui ne sont pas en contradiction avec ce qui pourra être fait pour, à l'inverse, accueillir et accélérer l'accueil d'entreprises internationales sur la place de Paris dans le contexte du Brexit. En revanche, nous voulons simplement attirer votre point sur un sujet,
qui a été évoqué par Robert Ophel, mais sur lequel, là, il y a une petite préoccupation de l'industrie concernée, c'est le sujet de la gestion d'actifs, pour lesquels les investisseurs institutionnels de la place regrettent que le projet ne traite pas de manière en tout cas explicite le sujet pourtant important de la perte du statut d'actif de l'Union européenne pour les actions, les OPCVM et les FIA, et notamment les conséquences du retrait de la Grande-Bretagne sur les 3 sujets PEA et au PCVM, le PEA qui effectivement pour lequel la contrainte des 30% d'actifs qui ne peuvent pas être détenus hors de l'Union européenne va devenir une contrainte qui doit être prise en compte. De même sur l'exonération de la taxation des plus-values latentes sur les OPCVM actions européennes. Et enfin concernant le régime fiscal des fusions-absorptions d'OPCVM, la question posée là est bien ce qui a été dit, c'est-à-dire de voir quelles doivent être les mesures transitoires à mettre en œuvre et surtout également quel est le calendrier et le séquencement des décisions qui devront être prises, et c'est une préoccupation pour les entreprises dans la durée qui va du déclenchement de l'article 50 jusqu'à la fin 2020 sur la mise en place progressive du process du Brexit. Et voilà pour ce débat des sénateurs autour du Brexit, un enjeu du Conseil européen qui s'est ouvert hier à Bruxelles. Alors on comprend que tout le monde se prépare déjà à une absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La France va déposer un projet de loi par ordonnance prochainement au Parlement qui va prévoir toutes les mesures à prendre en cas d'absence d'accord avec le Royaume-Uni. Un Brexit sec qui aurait des conséquences économiques désastreuses, un coût économique évalué à 16 milliards d'euros pour la Grande-Bretagne et à 44 milliards d'euros pour l'Union européenne. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.